Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Michael Verboede. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député bruxellois, PTB, et évidemment, avec vous, on va parler de sujets qui touchent particulièrement votre parti, mais pas seulement. On va commencer par les SRIB, qui est en pleine tourmente. Depuis la semaine dernière, on n'arrête pas de parler des SRIB pratiquement tous les jours. Investissement risqué, traitement élevé de la direction, cumul organisé. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement a bien réagi en diminuant, par exemple, la voilure de la direction? Est-ce que le gouvernement bruxellois va assez loin dans la manière de corriger le tir? On va encore voir ce que le gouvernement va effectivement décider, parce que pour l'instant, on a beaucoup d'effets d'annonce. Moi, ce que j'ai envie surtout de dire, c'est que j'ai été choqué en apprenant les révélations, effectivement, où 4 directeurs se partagent 1 million d'euros par an. C'est tous des gens qui cumulent en plus d'autres mandats. Notamment, il y en a un qui est échevin à Schaerbeek, donc il fait 2 mandats à temps plein, et donc il cumule des rémunérations. J'étais absolument scandalisé par ça. Et surtout que moi, ce qui m'inquiète, c'est que les règles qui ont été prises en 2006 pour limiter le cumul des rémunérations, donc on disait il faut maximum, grosso modo, 180 000 euros pour les mandataires publics. En fait, cette règle-là, qui était votée en 2006 suite aux affaires à Charleroi, n'est même pas respectée ici, puisqu'ici, on a des directeurs de la SRIB qui cumulent avec d'autres mandats et qui vont chercher plusieurs centaines de milliers d'euros par an de rémunération. Moi, je trouve ça absolument indécent. Mais est-ce que vous trouvez qu'ils font mal leur boulot, cette société régionale d'investissement? Moi, je pose déjà la question... Est-ce qu'ils sont peut-être juste compétents aussi? Non, mais la question aussi, c'est qu'on n'est pas dans... Je veux dire, si on est à la SNCB, que la directrice de la SNCB gagne 290 000 euros, avec une entreprise qui a 20 000 travailleurs, bon, je trouve ça énorme, mais je ne peux pas encore le comprendre. Ici, on est dans une structure qui est somme toute modeste. Il y a quand même 50 travailleurs, c'est pas non plus la SNCB, on n'est pas de cet ordre-là. Et le salaire du directeur général est quasiment aussi élevé que celui de la SNCB. Moi, je pose quand même la question. D'autant que ces gens ont d'autres mandats à côté. Étienne Noël, il est échevin à Schaerbeek, où il est censé faire son travail à temps plein. C'est quand même la 2e commune la plus importante de la région. Et en plus de ça, il a un poste grassement rémunéré à plus de 200 000 euros par an à la SRIB. Moi, je pose quand même des questions. Est-ce qu'ils sont en état de faire correctement leur travail? Pour vous, on ne peut pas cumuler 2 temps plein? Moi, en tout cas, ce que moi je prône, c'est qu'il y ait une limitation au niveau des cumuls. PTB, on propose une limitation des salaires à maximum 3 fois le salaire médian et qu'on prenne en compte toutes les rémunérations des mandataires, que ce soit les rémunérations issues des mandats publics, mais aussi les rémunérations issues des mandats et des contrats privés. Par exemple, on a le cas de Verhofstadt, qui est à un autre niveau, au niveau européen, mais qui lui est député européen, et qui va chercher plusieurs centaines de milliers d'euros en jetons de présence dans des conseils d'administration privés. Nous, on dit halte là. C'est pas possible d'avoir une caste de politiciens déconnectés comme ça de la réalité de la population. Mais est-ce que c'est pas un peu du poujadisme de s'attacher comme ça au salaire des autres? Parce qu'on peut dire quelqu'un, par exemple comme M. Van Raas, il a 28 ans d'expérience en tant qu'avocat d'affaires, c'est quelqu'un qui pourra avoir un salaire très élevé dans le privé. Donc, s'il choisit le mandat, c'est ça mon problème, c'est que s'il choisit un mandat public, il doit se mettre au service de la population et pas au service de son portefeuille. Ça, c'est quelque chose qui me choque. Et je trouve que par rapport aux mandataires publics, on doit avoir un devoir d'exemplarité. On doit montrer qu'on n'est pas là pour se servir, on est là pour servir la population. Et donc, quand on a des rémunérations qui sont... Quand on regarde Siegfried Brack, qui gagne 300 000 euros, juste son mandat public de président de la Chambre, sans compter ce qui touche à côté sur Telenet ou d'autres mandats dont on ne connaît même pas encore la hauteur des rémunérations. Il gagne plus qu'Angela Merkel. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. Et ce sont les mêmes politiciens, après, qui vont dire que les travailleurs vivent au-dessus de leurs moyens. Non, c'est eux qui vivent au-dessus de leurs moyens, et c'est eux qui sont les poujadistes à accuser les travailleurs de vivre au-dessus de leurs moyens. Alors, pour l'instant, dans toutes les assemblées, on réfléchit à de nouvelles règles, à ce fameux renouveau politique, au Parlement bruxellois, comme à la Chambre et comme ailleurs. Et au Parlement bruxellois, vous participez à ces réflexions aussi? Non, effectivement pas. On n'a pas été invité par le président. Malgré nos demandes, on a demandé à participer à ce groupe de travail qui se réunit au Parlement bruxellois pour réfléchir à des nouvelles règles de gouvernance à Bruxelles. Et le PTB n'a pas été invité. Bon, mais c'est dans la droite ligne de tout ce qu'ils font à tous les niveaux de pouvoir. On essaie d'exclure le PTB de toutes les commissions d'enquête, etc. Vous êtes quand même rentré dans la commission Panama Papers. C'est la première sur les 4, donc ce qui montre qu'effectivement c'est un problème politique. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire le PTB n'a pas droit parce qu'il n'est pas assez grand à rentrer dans des commissions d'enquête ou des groupes de travail pour réfléchir sur la gouvernance. Il faut chaque fois y aller, au forceps pour pouvoir avoir une place, ce qui nous semble être quand même légitime, surtout pour un parti qui a des propositions en la matière et qui montre plutôt l'exemple à ce niveau-là pour l'instant.
Donc ça veut dire que vous voulez participer au mieux au travail parlementaire. Parce que parfois on disait que vous ne voulez pas participer, par exemple dans les gouvernements ou comme effectif. Et là, finalement, vous prouvez que vous voulez travailler dans le système parlementaire. On veut travailler en tout cas pour réfléchir à des règles en matière de rémunération, de cumul des mandats. On a des propositions à faire et on refuse de nous laisser rentrer dans ce groupe de travail. Et après, on va nous dire que le PTB ne veut pas participer au pouvoir, etc. Bon, on voit qu'il y a un double discours aussi dans les partis traditionnels. Mais vous, il y a un discours. Nous, on est clair qu'on veut participer à ce groupe de travail, on a demandé. Donc. Alors, hier, la Cour européenne de justice a tranché. Elle a approuvé l'interdiction de signes convictionnels en entreprise pour peu qu'il n'y ait pas d'aspect direct. Donc, pour elle, ça n'avait pas de discrimination directe, ce type d'interdiction de signes convictionnels dans un règlement de travail. Beaucoup ont dit, enfin, une décision claire. Il était temps que la Cour donne une décision claire. Ça permettra aux cours en Belgique, notamment à la Cour de cassation, d'aller plus loin. Vous faites partie de ceux qui s'en félicitent de cette clarté ? Je trouve qu'il y a à boire et à manger dans la décision de la Cour de justice. Effectivement, donc ça ne concerne que les travailleurs du privé, ça ne concerne pas les travailleurs du public. Mais pour ce qui concerne les travailleurs du privé, la Cour dit qu'effectivement, pour les gens qui sont en front office, donc les gens qui sont en contact avec le public ou avec la clientèle, là, il peut y avoir des interdictions. Alors que, en fait, la majorité des gens, donc les gens qui sont en back office, donc les gens qui ne sont pas en contact avec la clientèle, eux, en fait, la Cour dit qu'il n'y a pas vraiment de raison d'interdire le port de signes religieux. Donc pour 80% des travailleurs, en fait, la Cour dit plutôt, en fait, il ne s'agit pas d'interdire pour des motifs religieux n'importe quel signe convictionnel. Est-ce que c'est une discrimination ? Maintenant, en ce qui concerne le contact avec la clientèle ou le public de manière générale, moi, ce qui m'importe, c'est que l'entreprise soit neutre en tant qu'entité. Et donc, par exemple, moi, quand je vais dans une grande surface, en tant que client, j'ai envie que ce soit bien servi. Peu importe ce que la personne porte sur sa tête ou que porte une croix autour de son cou, moi, ça me dérange pas. Ce qui compte, c'est que le service soit correctement rempli. Et donc, par rapport à ça, moi, j'ai plutôt des questionnements par rapport à l'arrêt de la Cour de justice, parce que ce qui compte pour nous, c'est plutôt ce qu'on a dans la tête plutôt que ce qu'on a sur la tête. C'est la compétence des gens, c'est comment est-ce que les gens sont accueillis, comment est-ce qu'ils accueillent la clientèle, etc. Mais vous trouvez ça positif de se balader avec des signes convictionnels philosophiques ou politiques ? Vous avez votre pins du PTB, finalement on pourrait mettre les deux sur le même plan. Non mais soyons clairs, ce qui est important pour nous, c'est que chaque personne a droit à un travail. Il ne s'agit pas au nom de signes de prétextes religieux ou politiques ou idéologiques de dire cette personne ne doit pas avoir accès au travail parce qu'elle porte une croix autour du cou, un foulard sur la tête ou, même aller plus loin, un petit signe qui montre son appartenance par exemple au mouvement antifasciste. Un petit triangle rouge, c'est un symbole du mouvement antifasciste que beaucoup de gens portent aussi. Et moi je trouve que c'est, à un moment donné, où est-ce qu'on va s'arrêter ? Ce qui compte, c'est que c'est l'institution en tant que telle qui est neutre. Et là, avec la décision, on va privilégier le droit des employeurs plutôt que le droit des employés et le droit des personnes à avoir accès à un travail. Et ça va, à mon avis, plutôt aboutir à plus de discrimination, à plus de fermeture du marché du travail pour toute une série de personnes qui en ont besoin. Alors, autre thématique, ce sont les logements, très actifs aussi, le PTB pour l'instant. On avait parlé début de semaine de ces logements vides à Anderlecht, des logements de la commune, ça s'appelle les trèfles. Et vous avez été très actifs là-dessus en disant que c'était un scandale d'avoir ces logements vides. Et finalement, ce n'étaient pas des logements sociaux, ce sont des logements communaux. Là, ils ont expliqué, ces logements sont trop chers, ils ne trouvent pas de locataires, ils n'ont pas de solution à la commune. Ouais. Mais le problème fondamental, c'est que les logements sont trop chers. C'est qu'à un moment donné, on fait louer ces logements publics, ce ne sont pas des logements sociaux, effectivement, c'est des logements moyens, publics, à 1 100 €. Je trouve qu'à un moment donné, il faut aussi se poser la question de comment ça se fait que ces logements ne sont pas pris. C'est aussi parce que les loyers sont trop élevés. Et nous, ce qu'on plaide, que ce soit dans les logements publics, comme ceux à Anderlecht, mais aussi dans tout l'ensemble du marché locatif, c'est qu'il y ait une modération des loyers, qu'on revienne au loyer de 2004, qu'on baisse les loyers en fait de 20%. Parce que qu'est-ce qui se passe depuis 2004 ? Les loyers ont fortement monté de 20% plus que nos salaires. Et là, la commune d'Anderlecht, en fait, se calque sur le marché privé. Or, nous, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que c'est une poignée de promoteurs immobiliers, une poignée de multipropriétaires qui dictent la loi pour tout le marché immobilier à Bruxelles, qui impose en fait d'augmenter les loyers pour tous les Bruxellois. Je rappelle quand même que 60%... juste parce que ça manque de logements. Non, mais il manque 60, il y a quand même 60% des Bruxellois qui sont locataires, qui ont besoin de se louer auprès d'un propriétaire. Et donc, par rapport à ça, nous on dit ça suffit. Le droit à un logement est un droit fondamental. Et tout comme il y a des règles qui disent qu'on ne peut pas traverser un feu rouge,
Nous, on pense qu'il faut des règles qui disent dans la société, il est interdit de louer à plus de X euros en fonction évidemment de la situation du logement, comment est-ce que bien instituer une grille des loyers contraignante qui interdise aux propriétaires de louer trop cher leur logement. Et ce sera positif pour lutter contre la pauvreté, parce qu'on sait qu'il y a énormément de pauvres à Bruxelles, que la population est la plus pauvre de Belgique à Bruxelles, et que cette modération des loyers, cette baisse des loyers à Bruxelles va directement bénéficier à ces familles les plus précaires. Mais je voudrais quand même revenir sur ce logement des trèfles, parce que là on avait des logements sociaux qui eux sont remplis, et des logements vides, c'est logements chers, logements communaux, vous disiez. Donc maintenant ça va devenir sans doute des logements sociaux, et à ce moment-là ce sera homogène, et on n'aura pas de difficulté à les remplir. Est-ce que ce n'est pas un échec de la mixité de ce genre de logement ? Je pense surtout que la question de la mixité sociale, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. Il ne s'agit pas de dire, voilà, on va décréter qu'on va mélanger des populations. C'est un travail beaucoup plus en profondeur. Je ne pense pas qu'on peut tirer de cet exemple-là comme conclusion que la mixité sociale en général n'est pas une réussite. Je trouve qu'il y a plein de manières, plein de choses qui doivent être mises en place pour garantir la mixité sociale dans les écoles, dans les quartiers, dans les logements publics, etc. Mais que ce n'est pas avec une mesure qu'on va aboutir à la mixité sociale. Ça, je pense que c'est de la fumisterie de croire que c'est uniquement avec le logement qu'on va garantir la mixité sociale. Tiens, tant que vous êtes là, vous avez voté au Parlement bruxellois, vous avez plutôt discuté de la prison de Haren et du permis d'environnement. Cette prison, elle va se faire, elle va exister ? En tout cas, ce que moi je constate, c'est qu'il y a une énorme mobilisation de la population, que ce soit des Harenois, mais aussi de toute une série d'associations de défense de l'environnement, de défense des droits des détenus, de magistrats, d'avocats, qui se battent contre la prison, parce qu'elle est mauvaise pour l'environnement. On va quand même détruire 20 hectares de terre, je dirais, un mini-parc on pourrait construire un parc là, à Haren. On va détruire 20 hectares de terre, alors que la ministre Frémaux n'arrête pas de nous dire qu'effectivement, il faut développer l'agriculture urbaine. Là, elle va détruire 20 hectares de terre à Bruxelles. C'est quelque chose pour nous qui est incompréhensible. Ça va avoir une pression sur la mobilité dans tout le quartier. Et pour les droits des détenus, c'est quelque chose qui n'est absolument pas une bonne chose. On va construire une maxi-prison qui est une catastrophe pour la réinsertion. Il faut mieux qu'il reste à Saint-Gilles-les-Forêts. Non, on pense qu'il faut étudier les alternatives, ce qu'on n'a pas fait. Et pour l'instant, on a décidé de construire une prison à Haren sans étudier les alternatives. Et c'est ça qu'on demandait au gouvernement bruxellois. Merci, Michael Verboed. Demain, je vous retrouve avec un autre invité dans l'interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.